Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers amis, c'est avec plaisir que je vais vous faire un petit balayage de l'histoire de la chirurgie des nerfs, nos espoirs et nos déceptions sur notre activité microchirurgicale dans ce domaine qui a un peu plus de 45 ans. Et vous voyez que la partie n'est pas terminée. D'autant plus que nos débuts ont été laborieux. Ambroise Paré, en 1560, nous avait déjà dit que les nerfs ne repoussent pas. Fin du chapitre. Il a fallu attendre 1776 pour qu'on comprenne qu'on pouvait peut-être faire régénérer un nerf, et la première suture nerveuse, c'est sur un nerf sciatique de poulet pour montrer qu'il y avait peut-être une voie chirurgicale dans ce futur. En fait, les très grosses avancées ont été européennes, bien avant les Américains. Et on doit en particulier à Jacques Michon, grâce au début de la microchirurgie en 64, d'avoir imposé systématiquement la réparation nerveuse sous microscope. En même temps, Milesi à Vienne en Autriche démarrait les greffes fasciculaires. Vieux concept, dans la littérature on trouvait déjà les greffes fasciculaires en 1919 par Hegelberg, mais malheureusement on n'avait pas trop les instruments pour faire de la microchirurgie fasciculaire. Et puis, il faut rendre hommage également à deux avancées importantes pour nous. C'est la chirurgie du plexus brachial, traumatique, en particulier avec Algin Aracas à Lausanne, qui a révolutionné cette chirurgie. Et Dieu sait si ça a été laborieux. On passait 10-12 heures facilement en salle d'opération pour réparer un plexus brachial traumatique. Et puis, Alain Gilbert a été vraiment un novateur fantastique dans le domaine du plexus obstétrical. Et ça reste la référence pour nous dans ce vaste domaine. On a rêvé, on a un peu déliré sur ce que pourrait nous apporter la microchirurgie, en particulier des greffes vascularisées. L'idée venait en 1974 de Ian Taylor à Melbourne. Il utilisait un greffon sensitif du nerf radial vascularisé pour réparer un nerf médian. On pensait que ça faciliterait la régénération nerveuse, la repousse, etc. Et vous verrez d'après mon expérience que ce n'est pas aussi glorieux que l'on attendait. Une énorme controverse a eu lieu également avec la possibilité d'avoir un véritable tropisme. Vous savez que tous les nerfs sont mixtes au niveau du membre supérieur et inférieur. C'est un amalgame de fibres à destinée sensitive et des fibres à destinée musculaire. En fait, il n'en est rien. Et on discutera également sur Lundborg en Suède qui pensait qu'il y avait un véritable tropisme. Après est arrivé un nouveau chapitre qui correspond également à l'apparition des immunosuppresseurs, de la cyclosporine. Et notre collègue américaine McKinnon a fait des propositions de greffe, des allogreffes nerveuses sous cyclosporine. Personnellement, j'ai fait un travail expérimental avec un de mes chefs de clinique en 89. Notre idée, c'était, faute de greffons, c'était de faire des transpositions de plexus brachiaux vascularisés sous cyclosporine chez le chien, chez le lapin, pour voir s'il y avait une possibilité de faire ces greffons vascularisés en bloc. Et ça marchait tant qu'on avait de la cyclosporine. Il est inacceptable sur le plan éthique pour de la chirurgie fonctionnelle de laisser à long terme un patient sous cyclosporine. Et dès qu'on arrêtait la cyclosporine, le greffon dégénérait et il y avait un recul fonctionnel chez ces patients. Et on a abandonné. Et puis après est apparue alors une très longue histoire sur les neurotubes, les petites pertes de substances. On met un petit tube en plastique, en silicone, en acide polylactique, etc. Et on a déliré également là-dessus, croyant que c'était un miracle de pouvoir réparer des pertes de substances sans greffon. Vous verrez qu'il n'en est rien et Alain Gilbert va développer ce sujet tout à l'heure. Et puis, nous avons continué à développer cette chirurgie de manière importante. Mais il faut dire la vérité. Là, voilà la vérité. Si vraiment vous êtes très scrupuleux dans vos résultats et que vous savez évaluer un nerf sur le plan fonctionnel, aussi bien sur le plan sensitif que moteur, vous avez pratiquement 30% d'échecs, même si vous êtes opéré par le meilleur chirurgien, microchirurgien du monde. Vous voyez qu'on arrive à peine à 50% de résultats utiles et plus de 22% de résultats fonctionnels plus que moyens. Ce que j'ai réussi à démontrer avec mon équipe et dans le service de Jacques Michon au CHU à Nancy, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument privilégier la réparation primaire en urgence avec des chirurgiens formés à la microchirurgie.
J'ai eu beaucoup de mal parce qu'il faut assembler de manière homogène des patients et on ne compare pas un nerf médian avec un nerf cubital. Le nerf médian, c'est le nerf de la sensibilité. Une main sans nerf médian, c'est une main aveugle. Une main sans nerf cubital, c'est une main sans force. Donc c'est très difficile d'avoir des statistiques et Alain Masquelet vous dira quelle est la difficulté de sortir des groupes homogènes de malades. Eh bien, lorsqu'on a la chance d'avoir un nerf frais en urgence, sans lésion associée, vous avez 80% de résultats utiles. Vous avez une plaie plus complexe avec artère, tendon et nerf. Vous réparez l'artère et vous êtes sûr que l'artère est perméable à 6 mois. Vous avez 60% de nerfs utiles. Vous ne réparez pas en urgence l'artère où elle se thrombose dans les heures ou les jours qui viennent. Aucun résultat utile, que des résultats moyens et médiocres. Et vous comprenez pourquoi, suite à l'excellente idée de Raymond Villain, et puis après avec Guy Fouché, avec Jacques Michon, on a créé ces services d'urgence de la main. Il y en a plus de 60 actuellement en France, et on a essayé de faire passer ce message. Les SOS Mains, c'est fait pour ça, se réveiller la nuit pour réparer les nerfs et les artères en même temps. Dans mon expérience, c'est vraiment la seule avancée qu'on ait eue sur ce sujet pour améliorer nos résultats. Argument. Vous comprenez très simplement que quand vous avez une plaie en urgence, vous avez une topographie des groupes fasciculaires qui est en miroir et ça évite les malrotations pour réparer le nerf. Réparer l'artère, c'est évident pour créer un environnement trophique de qualité pour le nerf. Et rappelez-vous qu'un nerf au voisinage d'une articulation doit absolument glisser. Si vous créez une fibrose au niveau d'un poignet, d'un coude, vous bloquez généralement la génération nerveuse si vous créez de la tension sur un nerf qui est bloqué dans la fibrose. Et puis enfin, nos amis neurologues électromyographistes compétents dans le domaine de la traumatologie des nerfs nous ont rapidement alertés sur l'avantage des sutures directes par rapport aux greffes fasciculaires. Vous voyez ce patient avec 2 petites croix dans la paume de la main. J'ai greffé le nerf médian avec une greffe fasciculaire et j'ai pu suturer le nerf cubital en direct. Vous voyez que le signe de Tinel est encore dans la paume de la main pour le nerf médian, greffe fasciculaire, alors que la suture directe du nerf pour le cubital, elle est déjà à la base du 5e doigt. Donc on a plein d'arguments pour dire qu'il faut vraiment faire des sutures primaires en urgence. Et puis avec notre ami Dominique Nasselli, on a repris les statistiques de notre service au CHU à Nancy sur plus de 1600 cas et on a démontré que dans 87% des cas, la suture directe est toujours possible. C'est énorme, donc on n'a pas d'excuse. Parce qu'en parallèle, il y avait tout un discours de Hanno Milesi à Vienne en Autriche, qui était le champion de la greffe fasciculaire, qui nous disait « Ne faites rien en urgence, il vaut mieux envoyer aux spécialistes ». Mais si vous voulez, quand vous faites une suture, vous perdez déjà 50% des fibres nerveuses qui se trompent de direction ou qui ne passent pas, alors que quand vous faites une greffe, vous perdez une première fois 50% en proximal et 50% en distal la deuxième fois. Donc ce concept de Milesi, il a été balayé par la réparation primaire. Et vous voyez, au point de vue statistique, c'est une attitude absolument dominante. Voilà un exemple, si vous voulez, de ce que l'on fait en urgence, plaie complexe avec tous les tendons, artères et nerfs. Vous voyez que sur l'épinèvre qu'on respecte, on voit la circulation épinurale. On peut déjà se repérer pour éviter les malrotations. On commence par des fils de suture interfasciculaire et on arrive à adapter à peu près correctement l'orientation globale du nerf et on ferme de manière étanche l'épinèvre qui est un bon protecteur de l'envahissement fibroblastique pour faciliter la régénération nerveuse. Le drame, c'est celui-là. Ne croyez pas qu'on se comporte comme une ligne, un câble téléphonique et qu'on va réparer à la perfection les groupes fasciculaires. Nous n'avons, malgré la microchirurgie, aucune possibilité de savoir ce que l'on fait entre le sensitif et le musculaire. À la rigueur, pour un nerf cubital au niveau du glion, on sait où part la branche motrice de la branche sensitive. Et puis, je m'étais amusé à faire sur des nerfs sciatiques de lapin, des coupes longitudinales vus au microscope de balayage. L'extérieur était magnifique, la suture épipénurale était parfaite, esthétique, cosmétique, tout ce que vous voulez. Et puis vous faites une coupe longitudinale au microscope de balayage. Regardez la seule manipulation du nerf, le désordre que nous avons créé au sein de l'organisation fasciculaire.
Alors là, je voudrais rendre hommage à un Français, Luis de Medinaceli, qui était basque d'origine, chirurgien pédiatre, qui est parti aux États-Unis faire de la recherche au NIH à Washington et à Baltimore, et qui a balayé les fake news de tout ce qui avait été vendu dans la littérature au point de vue régénération nerveuse. Et il faut retenir 3 grands principes. Et il avait fait un livre en 1994 qui était son rêve. Est-ce qu'on arrivera un jour à une chirurgie cellulaire pour être plus performant, pour réparer la fonction d'un membre supérieur ou d'un membre inférieur? Et vous allez voir qu'il y a 3 idées qu'il faut retenir très importantes pour sa part et des choses toutes simples. Il faut éviter de recouper un nerf au ciseau. Milesi avait mis au point un ciseau cranté qui évite la fuite du nerf dans les ciseaux. Et alors, vous créez un véritable crush au niveau des 2 extrémités nerveuses qui vont nécroser et qui empêchent la régénération nerveuse. Cette chambre de nécrose est un malheur et il faut absolument avoir une technique irréprochable pour recouper un nerf. Heureusement qu'on est français, car c'est le principe de la guillotine qui reste la merveille pour recouper un nerf. Et le petit appareil qui a été créé par Victor Meyer, qui est un plasticien de Zurich, a mis au point ces clans de différents diamètres qui permettent de recouper à la lame de rasoir un nerf et éviter ce fameux crush. Et le deuxième principe également de Luis de Medinaceli, c'était d'appliquer le principe de Saint-Vénan, 1856. Quand vous tirez sur une extrémité nerveuse, vous déformez la surface du nerf quand vous le prenez par l'épinève. Vous allez tirer sur l'épinève 2,5 fois le diamètre du nerf en amont et en aval, vous n'avez plus aucune déformation. Et là, le génie de l'invention de Medinaceli, c'est d'avoir inventé une plaque résorbable en acide polylactique. Il attache à distance, selon le principe de Saint-Vénan, les 2 extrémités nerveuses. Il crée un véritable overlap, comme vous le voyez sur le cliché en bas à droite. On recoupe au ciseau de Victor Meyer. On crée ainsi un véritable long kiss nerve entre les 2 extrémités et qui est fixé toujours sur la petite plaque en surbrillance que vous voyez. Et pour éviter les translations du nerf, il fixe le nerf par du tissu-colle qui va se résorber en quelques jours. Alors cette technique était intéressante et dans notre service à Nancy, on avait commencé une série chez l'homme qui avait montré des résultats qui étaient très intéressants puisque les résultats moyens devenaient bons, les résultats pauvres devenaient moyens acceptables. Et surtout, pour former les jeunes, c'était extrêmement intéressant comme technique car on avait une courbe d'apprentissage qui était extrêmement courte par rapport à la technique microchirurgicale classique. Voilà donc une avancée. On a eu un drame. Medinaceli s'est tué en accident de voiture et pour des raisons familiales, on n'a jamais pu récupérer le brevet de cette petite plaque résorbable. On a trouvé une astuce avec les points de suture axiale de Tsoué pour essayer de remplacer la plaque résorbable. Alors passons au greffe de nerfs vascularisé qui a été un espoir pour nous avec Ian Taylor. Problème, premièrement, les sites donneurs pour faire des autogreffes. Il n'y a pas beaucoup de sites donneurs, surtout dans le plexus brachial, on y arrive quand il y a une avulsion C8-T1. On prend le nerf cubital, comme Burch l'a proposé à Londres, où on peut prendre la partie la plus proximale du nerf cubital dans le bras, comme l'a proposé le Breton à Nice. Alain Gilbert a cherché s'il y avait un site donneur au niveau du nerf saphène, qui est notre donneur principal, mais malheureusement, la vascularisation n'est pas constante. Et vous voyez que même Pontet à Lyon avait cherché avec le brachial cutané interne. Donc on est relativement démunis pour trouver des autogreffes sans créer de trop de dégâts au niveau du site donneur. Personnellement, dans le plexus brachial, j'ai beaucoup utilisé le greffon vascularisé du nerf cubital au niveau de sa partie brachiale. C'est intéressant parce que le nerf est vivant, il est vascularisé. Mais comme ce sont des greffes tronculaires vascularisées, vous imaginez que s'il y a thrombose post-opératoire, il y a nécrose du greffon. Donc c'est un peu moins fiable en cas de pépin que des greffes fasciculaires qui se revascularisent toujours. Alors on a été très optimiste au début, vous voyez le nerf saigne quand il est revascularisé, on est content. Ça gagne un tout petit peu en temps pour récupérer la fonction du biceps par exemple. On avait un biceps qui récupérait en 9-10 mois au lieu de 11 à 12 mois avec une greffe fasciculaire. Et puis finalement, en revoyant nos malades à 2 ans, 2 ans et demi, on avait à peu près les mêmes résultats fonctionnels qu'une greffe ordinaire. Je crois qu'il reste une indication, c'est dans les grands Volkmann. Quand il y a une nécrose totale, là, il est peut-être encore utile d'utiliser des greffes vascularisées. Et puis enfin, Medinaceli et nous-mêmes, on a accumulé beaucoup d'arguments pour dire qu'il fallait être très attentif
qui doit faire de la réparation nerveuse, comment éviter la fibrose, éviter de taper dans le périnèvre, réparer systématiquement l'artère. Vous voyez qu'il y a des facteurs qui sont responsables de nos mauvais résultats qu'il faut apprendre à enseigner et à maîtriser. Et puis il y a une chose qui est dramatique, et ça on ne sait toujours rien là-dessus, c'est que nous n'arrivons pas à savoir quel est le degré de survie d'un nerf qui essaye de régénérer. Il y a un phénomène d'apoptose, de mort programmée de la cellule nerveuse qui est dramatique pour nous, parce qu'on répare des nerfs et on n'a aucun résultat. Et pourquoi ça arrive à certains patients, à d'autres moins. Et c'est un argument supplémentaire peut-être pour opérer très vite les patients quand il y a une plaie nerveuse. Et puis ce qu'on a appris également, c'est par la rééducation et par les greffes de main. C'est qu'il faut relocaliser dans le schéma corporel une main à un organe qui a été replanté. Et il faut rééduquer très vite en post-opératoire, avant même que la repousse nerveuse soit en place, pour réapprendre aux patients par des rééducations en miroir à relocaliser son schéma corporel, la main qui va être réintégrée ou le doigt qui va être réintégré au niveau du cerveau. Et puis dernier point, ça c'est un gros problème d'honnêteté, et on en parlera dans le travail d'Alain Masquelet, c'est que quand vous lisez un papier sur les résultats d'une réparation nerveuse, allez regarder tout de suite de quoi est constituée la population. Eh bien c'est très simple, quand vous avez une population d'enfants de 10 ans, vous augmentez formidablement votre statistique. On est vieux pour ces nerfs après 30 ans. Et enfin, ne croyez pas qu'il y a un tropisme, on le sait déjà depuis Roman et Caral, il y a un phénomène d'échappement de la fibre nerveuse et surtout des erreurs d'aiguillage qui sont considérables, du sensitif qui va dans du musculaire qui va dans du sensitif. Vous voyez qu'en balayant cette histoire, on est heureux parce qu'on a connu de plus en plus de phénomènes au niveau de la réparation nerveuse, mais nous sommes quand même très loin d'obtenir des résultats constants, 30% d'échecs. Je vous remercie. Peut-être voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions pour Michel Merle? Quelle batterie! Merci mille fois pour ce résumé et d'avoir cité notre maître commun Raymond Villain. Je veux revenir, je ne sais pas, ça va peut-être être traité après. Tu n'as pas du tout parlé de cellules souches. On a de l'année dernière, à l'Académie de chirurgie, Monsieur Benhamou, nous avons récompensé un très très beau travail fait sur l'animal pour le moment, avec des greffes de saphène et à l'intérieur des cellules souches olfactives, avec un PRC et HRC qui existe chez l'homme actuellement. Est-ce que vous allez en parler tout à l'heure ou pas? Alain, on parlera peut-être avec les allogreffes. Non. Parce que là, c'est une autographe de François Chambert. Bon. Non, en tout cas, sur les cellules souches, il y a eu déjà de nombreux essais sur l'homme. J'ai même vu les patients, examiner les patients, réopérer les patients. C'était il y a, mettons, 8-10 ans, et à ce moment-là, ça ne fonctionnait pas. Alors, je sais que les travaux sont repartis maintenant. Voilà, les travaux sont maintenant repartis, et il y a effectivement des essais en utilisant les cellules souches à l'intérieur de tubes, par exemple, et je pense qu'on n'a pas encore de résultats humains. Et vous savez que, je pense que Alain Masquelet va vous en parler, les résultats animaux sont très très discutables par rapport à l'homme. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Très bien, non, tout à fait. Autre question? Vlad. Bravo pour cet exposé, on a beaucoup appris sur l'historique. Je voulais vous poser une question qui est très personnelle. Quand vous pensez à vos très beaux résultats de suture nerveuse, est-ce que vous pensez que ce jour-là, vous les avez mieux faites, ou est-ce que vous pensez que le résultat moteur et sensitif dépend plus du patient? Je veux dire que, est-ce qu'il y a un facteur déterminant, néanmoins, derrière le pessimisme que vous nous avez expliqué? Vlad, c'est l'âge, indiscutablement. Si vous le faites sur une personne qui a moins de 30 ans, son potentiel de régénération nerveuse est supérieur. Il y a une véritable cassure dans toutes les statistiques après 30 ans. Deuxièmement, la précocité de la réparation nerveuse. Si vous devez faire une réintervention plus tard, au-delà de 6 mois, on sait qu'il y a une chute dans nos résultats. Et c'est là où je ne peux pas répondre.
Que se passe-t-il sur cette cellule nerveuse qui essaye de programmer une régénération nerveuse, mais qui est dans le vide puisque le nerf n'est pas encore réparé? Et c'est le phénomène d'épuisement de la régénération nerveuse qui nous interpelle, et cette mort presque programmée de la cellule nerveuse qu'on n'arrive pas à identifier, qui explique pourquoi on a encore 30% d'échecs. Tout le reste, je me posais toujours la question, est-ce que c'est un bon microchirurgien qui a fait la réparation nerveuse? Faut-il y retourner secondairement? Je reste encore interpellé par la magnifique publication du professeur Pourel, qui était à Marseille, qui était un médecin militaire, qui avait énormément travaillé en Afrique et qui lui faisait de la suture épineurale, sans microscope. Et quand il a sorti sa statistique, il était aussi bon que nous avec le microscope. Donc, si vous voulez, nous, on n'a toujours aucun pouvoir sur l'axone. Aucun pouvoir sur l'axone. Dernière question. Oui. Il n'y a plus de questions? Moi, je veux bien poser une question. Est-ce que dans la préparation, l'orientation des deux fragments, est-ce qu'on a un moyen d'explorer finalement si on est correctement axial et face à face avec les deux extrémités distantes, ou est-ce qu'il y a des outils électrophysiologiques, je ne sais pas, de tests? On a cherché l'électrostimulation, etc. Oui. Si vous arrivez après la dégénérescence nerveuse, ça ne sert plus à rien, ça ne conduit plus dans la partie distale. Donc, en urgence, à la rigueur, on peut repérer des groupes moteurs quand vous les opérez. Ça peut se faire. Pourquoi faut-il les opérer en urgence? Parce que c'est le seul moment où on a une image en miroir des deux extrémités et on a un bon repérage avec les petits vaisseaux épineuraux dans l'épinère qui permettent d'éviter globalement les malrotations. Ces torsions, ouais. Mais on n'a aucune action sur l'orientation du musculaire vers le musculaire, le sensitif vers le sensitif. Alors, je ne suis pas un spécialiste du tout du nerf périphérique. La suture est-elle uniquement périneurale ou est-ce que vous allez plus loin dans le rapprochement plus spécifique des fibres? Quand la plaie est partielle, on est obligé d'aller dans le périneural, c'est-à-dire qu'on prend des fils de 10, 11, 0 pour suturer et faire l'approximation au niveau des groupes fasciculaires. On s'est rendu compte que si on est trop agressif avec le périnève, ça stoppe pendant un certain temps la régénération nerveuse. Il faut attendre que le périnève soit bien cicatrisé pour que l'axone reprogresse à nouveau. Donc on a tendance à être de moins en moins agressif au niveau du périnève. Et on aurait tendance plutôt à faire des fils guides interfasciculaires pour préserver l'orientation globale du nerf. Donc vous voyez que la microchirurgie, c'est peut-être parfois de garder de la distance. Oui, c'est intéressant. Bien, cher ami, merci beaucoup. Je crois qu'on va passer la parole, je me permets.